Bene, buonasera. Io vorrei innanzitutto ringraziare Franco Rita e la Fondazione Baci per l'onore di fare oggi qualche parola introduttiva. Un'introduzione che è un po' particolare perché io conosco zia Margaret da sempre, ma è la prima volta che mi tocca di introdurre Margaret Bridge, professoressa emerita all'Università di Berna, specialista in letteratura medievale e in particolare anglosassone, e quindi è un grande piacere. Non è assolutamente la mia specialità, ci parlerà oggi un mise en vers d'Alexandre le Grand e del suo maestro Aristotele nel XV secolo scozzese, proprio lontano dalla mia specialità, però c'è qualcosa che ci riunisce con Margaret e diciamo la passione comune per Alessandro Magno, a cui tra l'altro io devo anche il mio nome, ma questa è un'altra storia, e soprattutto questa passione comune che fa sì che, anche se con Margaret non ci vediamo come si spesso, io ho il piacere ogni tanto di ricevere dei volumi di questa bellissima serie a cui lei ha contribuito già da molti anni, che si chiama Alexander Redivivus, una bellissima edizione che è arrivata già al 15° volume, io ho portato da casa il 13° volume. E quindi questa passione che poi si accompagna da un'altra passione che è sempre legata a Alessandro Magno, quella dei viaggi. Io cerco di fare alcuni pezzetti del viaggio di Alessandro Magno. Ogni tanto sono stato in Macedonia, dove ne parlavamo poco fa, sono andato a vedere proprio il luogo dove il giovane Alessandro Magno con i suoi amici, compagni nobili macedoni, riceveva le lezioni di Aristotele. Piccolo posto, complicatissimo ad arrivarci, prendere 2 taxi mi sono perso, ma in qualche modo si arriva in questo posto bucolico dove la giovane nobiltà macedone riceveva le lezioni di Aristotele, che Filippo il Macedone ha fatto venire apposta in cambio del restauro della propria città di Stagira, e quindi Aristotele ha formato Alessandro Magno, con cui poi è rimasto in contatto epistolare quando Alessandro è andato a fare la sua spedizione in la conquista dell'Oriente. Ma qui ovviamente si parla di un'altra storia, e ogni tanto con Margaret parliamo dei viaggi che lei fa in Iran, che io faccio in Uzbekistan per vedere le città dove Alessandro Magno è stato, e poi da lì il mito si è proprio diffuso in tutto il mondo. Sapete che c'era un compagno di spedizione, Callistene, che doveva scrivere anche la storia di Alessandro Magno, che poi è stato messo a morte da Alessandro Magno stesso per un presunto complotto, e un'opera anonima che si chiama lo pseudo Callistene, ma che non è stata scritta da lui, tanto perché Callistene era morto, ma soprattutto perché risale al IV secolo d.C., si è poi diffusa in tutta l'Europa, praticamente in tutto il mondo possiamo dire, e sono queste versioni che poi sono state riprese nel Medioevo occidentale in Francia sotto forma del roman d'Alexandre, da Alexandre de Paris, e in tantissime altre tradizioni in Oriente, e fino ad arrivare fino al nord dell'Europa. E qui lascio la parola a Margaret, ringraziando ancora una volta la Fondazione Baci di aver permesso di incontrarci tutti assieme. Mi ricordo che Margaret era già venuta alla prima presentazione, all'inaugurazione della Fondazione Baci, e mi fa anche piacere ricordare che tra le persone presenti all'inaugurazione c'era anche la nostra cugina Vera Benier, che è mancata poche settimane fa, a cui idealmente possiamo anche dedicare questa serata. Merci beaucoup, grazie tanto. Voglio scusarmi di non parlare italiano, non basta, non ho assai competenza in vostra lingua. Je préfère parler en français, et vos racines remontent à cette belle langue, et vous me pardonnerez, j'espère. S'il y a quelque chose qui ne vous est pas clair, j'ai beaucoup apprécié qu'on parle de cette rencontre comme une conversation, et j'espère avoir aussi vos réactions. Et même si ces réactions sont que vous n'avez pas compris quelque chose que vous aimeriez que j'articule mieux ou plus clairement. Ceci dit, tu as
commencer par introduire le sujet, comme je pensais moi le commencer. Donc, il y a là quelque chose. Oui, si je vous montre maintenant la carte que j'ai trouvée sur Internet des voyages d'Alexandre le Grand, c'est-à-dire de ses conquêtes militaires. C'est tout ce qui est en violet là. Et ça, c'est plus ou moins historiquement vérifiable par les archéologues, par les témoignages indirects, très indirects. J'aimerais bien en savoir davantage sur les méthodes des historiens pour certifier que Alexandre fut ici, etc. Mais ce dont je vais parler ce soir, c'est de la littérature sur Alexandre et l'autre Alexandre, Giacone, donc, vous l'a dit, la littérature sur Alexandre, elle va même au-delà de limites de cette carte, même au Moyen-Âge. Je vais vous évoquer ou réévoquer les sources, si ça vous intéresse, mais ce que vous voyez ici, à l'extrême est, il y a une littérature malaisienne sur Alexandre le Grand, sur l'île de Sumatra et dans la péninsule de la Malaisie. Il y a, comment ça se fait? Oui, ça c'est parce que l'islam est venu là, mais la littérature sur Alexandre précède même le siècle du prophète. Il y a des textes plus anciens, mais ce qui a permis aux musulmans d'écrire sur Alexandre, c'est qu'ils l'ont identifié avec un personnage qui apparaît dans le Coran, la 18e sourate, et ce personnage s'appelle Dhul Qarnayn. Je ne peux pas prononcer l'arabe comme il faut, mais ce Dhul Qarnayn, l'homme aux deux cornes, serait Alexandre le Grand et aurait un rôle à jouer non seulement dans l'histoire du salut, mais aussi plus particulièrement pour la Malaisie. Les familles princières, les tribales peut-être, je ne sais pas, font remonter leur ascendant à ce personnage de Dhul Qarnayn, qui est donc associé à l'histoire du salut dans le Coran. Il y a aussi, si on va à l'extrême ouest, une littérature en Islande. Je ne crois pas que l'Islande se trouve sur cette carte, mais du XIIIe siècle, donc le haut Moyen-Âge pratiquement, il y a une vie d'Alexandre. Il y a aussi en suédois, au XIIIe siècle, un texte sur Alexandre le Grand. Donc, on va de l'extrême est à l'extrême ouest, et je passe ici sur, par exemple, les versions éthiopiennes, coptes, arméniennes, scandinaves, je viens de dire, tchèques, russes, serbes. Il y a donc la carte où l'Alexandre littéraire ou folklorique ou légendaire, c'est une carte bien plus diffuse. Alexandre Giacone vient de mentionner que beaucoup de ces textes
quasiment tous les textes ne remontent pas à des sources historiques. Je ne sais pas combien quels sont les témoignages historiques vraiment vérifiables ou acceptables. Depuis longtemps, on ne sait plus où est la tombe d'Alexandre. Le dernier l'avoir vu est peut-être Jules César, je ne sais pas. Je crois qu'il y a quand même des références à cette tombe, mais en Alexandrie, donc cette tombe. Mais la plupart des textes occidentaux que nous connaissons, et malaisiens, et tous ceux que je viens de vous mentionner, remontent effectivement à Alexandre, tu viens de dire, je crois, 4e siècle. 4e siècle, c'est la traduction ou la version latine de Jules Valère. Je crois que Stoneman, qui est l'expert, dit que la légende qui est une version absolument ahistorique, et vous allez voir entre autres pourquoi, que cette légende remonte probablement au 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 2 siècles après la mort d'Alexandre. Et ces 2 siècles, ceux qui étudient le folklore, ils disent toujours que le passage de l'historique au légendaire ou au mythique se fait en général lors de 2 siècles. En 200 ans, un personnage historique dans une tradition orale, non littéraire. Oui. Donc on pense que la légende telle qu'elle a circulé en Égypte oralement et qui est la source de la plupart des textes que nous avons aujourd'hui et qu'on connaissait au Moyen-Âge, indirectement bien sûr, que ces textes remontent donc au 1er siècle. Mais on n'a pas de texte proprement dit, on n'a pas d'historien non plus. Si les premiers historiens, il y a Quinte-Curce, on ne sait pas très bien quand il a vécu, et il y a Diogène Laërce, mais tout ça c'est plus que 2 siècles après la mort d'Alexandre. Oui, et alors il y a certaines... pour les historiens, c'est évident que nous sommes au niveau du mythe quand on parle par exemple de la conception d'Alexandre. On imagine qu'il a été conçu ou que son père n'est pas Philippe de Macédoine, celui qui a fait venir Aristote, je vais en venir à Aristote, mais que c'était un pharaon égyptien appelé Nectanebo. Et pourquoi une légende comme ça circule? Donc, qu'il a été conçu par un pharaon qui a pris la forme d'un dieu égyptien, Amon, qui est le dieu avec les cornes d'un bélier. Et vous avez beaucoup de pièces de monnaie, d'ailleurs, de ces premiers siècles, ou même de l'époque, des pièces d'argent. Moi, je ne suis pas numismate, mais il y a des pièces d'argent avec la tête d'Alexandre, et on voit bien les 2 cornes qui permettent aussi aux musulmans après de l'identifier avec le personnage de Dhul-Qarnayn, un prophète. Voilà, alors pourquoi est-ce que ce texte-là qui imagine que le père d'Alexandre n'est pas le roi de Macédoine, mais est le pharaon égyptien, qui aurait prévu, parce qu'il est à peu près magicien aussi, il pratique les arts magiques, que
pharaons égyptiens auraient conçu hors mariage avec Olympias, la femme de Philippe, pendant qu'il était à la guerre. Bon, vous avez là une constellation qui vous est peut-être familier d'autres légendes. La légende d'Arthur, le roi Arthur, qui aurait été conçu hors mariage par par un père qui avait des armes magiques. Venez, vous avez devant. Que les héros des mythes et des légendes sont souvent des héros conçus hors mariage. Et est-ce une coïncidence que dans le christianisme, on a aussi affaire à une constellation qui n'est pas très différente. On a affaire à un Marie-Joseph qui est absent lorsque sa femme, qui n'a pas un rapport avec un autre homme, mais ça ressemble quand même beaucoup à une théogamie, à la théogamie de Nectanebo, le pharaon qui s'est présenté comme un dieu, comme le dieu Amon à Olympias, qui ne pouvait refuser la requête d'un dieu. Et de cette union est né l'Alexandre légendaire de la littérature qui s'est diffusée dans une très grande partie du monde. Je veux juste vous lire, parce que c'est un peu choquant, je pense, pour une communauté sérieuse, protestante, éduquée et voulant... J'ai mes lunettes, excusez-moi. Ça peut être choquant d'entendre ce parallèle, mais, il y a un moment, je vais venir à l'Écosse du XVe siècle, je dois venir, donc j'anticipe, il y a un moment dans ce poème, écrit par un très bon chrétien, un clerc, dont on sait le nom, dont on sait pas mal de choses, qui est très rare dans la littérature sur Alexandre au Moyen-Âge, de connaître les auteurs, en tout cas pour les auteurs anglais. Cet auteur, quand Alexandre, le maître quand Aristote, le maître d'Alexandre, lui demande, je dois recommencer, Alexandre demande à son maître, Aristote, quand je serai en voyage et quand je dois adresser des lettres à des gens que je veux rencontrer, comment dois-je m'appeler? Les lettres sont très importantes dans la littérature médiévale. On aime beaucoup les introductions formelles. Alexandre, fils de Philippe, c'est comme ça qu'il écrit les lettres au début de ce poème. Fils de Philippe et d'Olympias, reine. Mais il demande à Aristote, quand il a déjà conquis le royaume de Perse, comment dois-je adresser les gens? Dois-je toujours me référer à mon père qui est mort, maintenant Philippe, ou est-ce que je peux m'appeler le fils d'un dieu? Et qu'est-ce qu'Aristote répond? Aristote répond,
il y a un long passage très aristotélicien. Ta naissance était voulue par les dieux, mais les dieux ne sont que les planètes qui forment des constellations, qui permettent de générer, voilà, une naissance, ou de gérer une naissance. Ces planètes qu'on appelle les dieux sont en fait les serviteurs du Dieu unique, qui est spirituel, qui n'est pas une planète, etc. Aristote, le monothéiste, et c'est bien Aristote le monothéiste qui dit pourquoi pas tu peux t'appeler fils de Dieu, puisque tout ce qui se passe est voulu par Dieu. Donc il donne à Alexandre le droit. Et après ce moment-là, c'est-à-dire la deuxième moitié de ce très long poème que je suis en train de perfectionner maintenant, de traduire depuis 5 ans, pendant la suite donc, du voyage de Alexandre en Orient, chaque fois qu'il rencontre un nouveau peuple, il s'introduit comme le fils d'Amon, le dieu égyptien, et non plus le fils de Philippe. Ça, c'est juste pour dire que cette littérature, elle est à des kilomètres de l'histoire, d'être historique. Il s'agit de légendes qui... Pourquoi les Égyptiens oui, parce qu'Alexandre a défait aussi les Égyptiens avec son armée. Il était un général et un homme militaire extrêmement compétent, et ça a permis aux Égyptiens de s'imaginer qu'ils n'ont pas été défaits par un étranger, mais par l'un d'eux. Après tout, Alexandre est un Égyptien pour eux. Et effectivement, dans presque tous les poèmes ou les biographies d'Alexandre du Moyen-Âge le représentent comme le fils d'Amon, mais Amon Nectanebo, ce pharaon qui se réclame d'être Amon et qui triche quand même un peu. Alors il y a des auteurs qui ne sont pas tout à fait d'accord avec cette idée, notamment au XIIe siècle. L'autre grand Alexandre, il y a beaucoup d'Alexandre aujourd'hui, Alexandre de Paris ou de Bernay au XIIe siècle, il dit. Beaucoup de gens disent, mais c'est pas vrai, c'est calomnié. C'est calomnié Olympias, elle n'aurait jamais fait une chose pareille. Alors ça existe aussi au Moyen-Âge. On a les deux versions. Voilà. Alors en fait, je voulais, avant d'entrer en matière, mais je suis déjà entrée en matière et je n'ai pas laissé énormément de temps. Je voulais juste réfléchir sur, puisque l'auteur dans le texte, The Book of Alexander the Great, the Conqueror, qui s'appelle Sir Gilbert Hay, mais il y a beaucoup de Gilbert Hay en Écosse. Je voulais quand même penser que je m'adresse à une communauté ici qui vit au XXIe siècle, mais qui a peut-être hérité, disons, un intérêt collectif, une identité collective des Vaudois, bien sûr,
mais qu'il y a peut-être des parallèles entre l'Écosse au XVe siècle, qui est un siècle aussi de pré-réformation et un siècle de grands conflits religieux. Et je pense qu'on pourrait élaborer certains de ces parallèles si on regarde certains passages dans le poème dont je vous parle. Et je pense notamment au passage où Alexandre, quand il voyage en Orient et qu'il rencontre des personnages fantasques, des personnages qui sont qui vivent dans des communautés de foi comme vous, mais qui sont des communautés de foi différentes de celles de l'auteur de ce poème. Gilbert Hay a fait des études cléricales et à l'université de St. Andrews, qui est l'université la plus ancienne d'Écosse et la troisième plus ancienne de la Grande-Bretagne. Son nom est enregistré, il a eu le Magister Artis en 1419. Et au début donc, du XVe siècle en Écosse, vous avez des pré-réformateurs qui sont brûlés. À St. Andrews, si vous visitez aujourd'hui, vous pouvez voir les lieux où les bûchers étaient dressés parce qu'il y avait encore la persécution de ces protestants. Oui, c'est suivant de, par exemple, comment est-ce qu'il s'appelle, ce professeur de Oxford, Wycliffe, les Wycliffites ou les Lollards, on les appelle. Alors, ça c'est... là, je vois des parallèles possibles et je pensais qu'on pouvait regarder un ou deux passages où Alexandre rencontre... Alexandre, élève d'Aristote, qui est le monothéiste, on a cru au Moyen-Âge, je l'ai déjà dit, qu'il a enseigné à... et ça, il y a peut-être quelque chose d'historique, mais que d'une certaine façon, Alexandre lui-même a pris, et dans ce poème, il prie tantôt à un Dieu unique, il se montre monothéiste, mais c'est un peu mélangé avec des passages où il va aussi prier à Diane ou Apollon, ou un des dieux polythéistes grecs. C'est pas très clair, mais ce qui est clair, c'est que au cours de ses voyages, Alexandre rencontre des peuples vertueux qui croient en un Dieu créateur. Aristote avait été connu pour avoir développé le concept d'un Dieu first mover, prime mover, comment est-ce qu'on dit ça en français ou en italien? Comment? Moteur immobile. Moteur. Un Dieu moteur. Moteur immobile. Voltaire disait grand horloger, quello che Le grand È un'altra cosa. orologio. Mais voilà, dans ce poème, il y a des communautés qui croient à un Dieu unique qui est maker, créateur. Alors, chez Aristote, les écrits d'Aristote, je ne les connais pas, mais on m'a dit qu'il y avait pas mal de querelles à ce sujet. Est-ce qu'Aristote a cru à un Dieu créateur ou Dieu moteur? Voilà. Alors, je vais vous montrer une image
Alexandre, là à gauche, qui ne parle pas directement avec les brahmanes. C'est ici les brahmanes, les vertueux païens en Orient. Aristote n'est pas là, je reviendrai sur Aristote, parce qu'Aristote a dit quand, après la conquête de Persépolis et de Darius, l'empereur, Aristote ne voulait plus accompagner Alexandre pendant ses voyages. Et après, il y a une sorte de renversement de situation, puisque Alexandre, qui est l'élève, il écrit des lettres à Aristote dans lesquelles il rapporte tout ce qu'il a dit et il apporte des connaissances. C'est l'élève qui enseigne au maître un savoir empirique, ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu, les monstres de l'Orient, le paradis. Il va au paradis terrestre, on peut en parler après si vous voulez, le paradis d'où Adam a été chassé, etc. Mais Aristote dit, je suis vieux, il fait trop chaud, etc. Je vais rester à la maison, mais je vais te donner un régiment, je vais te donner un texte, et ce texte va t'enseigner, va substituer à ma présence, et avec ce texte, tu pourras, tu peux résoudre toute situation. Donc la textualité devient de plus en plus importante et la deuxième partie de ce très long poème de 20 000 vers en couplet que je suis en train de traduire en 20 000 vers anglais moderne dans la... Bon, on peut aussi en parler après si vous voulez, dans une métrique qui est le vers de Shakespeare, tatam, 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 de pentamètre, ou bien 10 syllabes, yam. Mais en plus, ils sont rimés. Ça, c'est le vers de Chaucer, c'est le vers standard. C'est l'équivalent, pas l'équivalent, mais c'est le vers classique en anglais, alors que le vers classique en français est l'alexandrin. Et pourquoi il s'appelle l'alexandrin? Puisque Alexandre de Paris a écrit en 12 syllabes avec une césure et en laisse, non pas en couplet. Bon, excusez-moi cette parenthèse. Voilà, donc Aristote n'est pas là, l'élève Alexandre, il rencontre ces communautés de braves hommes, les brahmanes. Ils sont de braves hommes parce qu'ils croient en ce Dieu, ils aiment la nature. Vous voyez au fond des arbres avec des fleurs et des fruits. Et notre poète dit que ces fleurs et ces fruits, ils repoussent dès qu'on les a cueillis. Il y en a de nouveaux qui apparaissent. Donc c'est une sorte de paradis. D'ailleurs, la rivière où ils habitent vient du paradis. C'est un des 4 fleuves qui sort du paradis. Donc ces hommes-là, les brahmanes, ils sont là, ils ne sont pas habillés, ils sont hirsutes, donc ils sont poilus, un peu comme les Belges. On voit qu'ils s'agenouillent beaucoup, peut-être par révérence pour leur Dieu unique. Mais Alexandre leur écrit et leur demande, mais qu'est-ce que vous prenez? J'aimerais savoir plus sur vous, comment vous vivez, qu'est-ce que vous mangez, comment vous organisez votre vie, etc. Il est très curieux et après il va rapporter tout ça
dans une lettre d'Alexandre à Aristote. Voilà, alors on se dit, ça va bien finir. Mais cette histoire-là ne finit pas bien, pas tellement bien pour les brahmanes. Et ça, c'est unique à notre poète. Il y a beaucoup de poèmes et d'œuvres en prose au Moyen-Âge qui se concentrent sur ce sujet des vertueux païens. C'est une autre communauté de foi, mais ça ressemble pas mal au christianisme par certains de ces aspects, le monothéisme. Ils sont modestes, ça ressemble plutôt aux Vaudois, ils sont égalitaires, il n'y a pas une grande hiérarchie, ils ont bien un roi, mais c'est, oui, par roi, notre poète entend un leader, un chief, hein? Mais ils n'ont pas de... Mais ils se considèrent tous égaux et ils ne veulent pas... ils ne cuisinent pas, ça ce serait... après tout, les fruits sont bons, ils mangent les poissons, tout ce que la nature leur offre, tout ce que le Créateur leur a offert. Mais il y a des querelles. Alexandre n'aime pas tout quand il entend que, par exemple, le roi des Brahmanes lui écrit que pourquoi vous avez des savants chez vous, pourquoi vous avez des universités, pourquoi les intellectuels se battent entre eux. Et Alex, vous croyez supérieur à nous, les hommes de nature. Notre connaissance est d'un autre ordre, est d'un ordre supérieur à l'ordre de vous qui ratiocinez tout le temps. Voilà. Et Alexandre n'aime pas ça. Et puis Alexandre est mal à l'aise avec une communauté où il n'y a pas de hiérarchie. Alors, il y a quelque chose de commun entre les brahmanes et peut-être les Vaudois, mais je ne pousserai pas trop loin, mais c'est un exemple. Et qu'est-ce qu'il fait, Alexandre, quand il est mal à l'aise et tout ça, il dit, il y a quelque chose, oui, il reconnaît qu'ils sont vertueux, il ne peut pas dire non, mais non, ça ne va pas. Il se dit, mais ils ne sont pas chrétiens. Alors, il les enferme, il fait construire 9 colonnes d'asbestos, qu'on connaît depuis belle lurette déjà, pour les enfermer jusqu'au moment où ils vont être convertis par l'apôtre Thomas. Oui, parce que, bon, c'est sûr que l'auteur sait qu'Alexandre a vécu avant la naissance de Jésus-Christ. Mais il va, donc, ces communautés de braves gens, ils ne vont pas avoir le droit de sortir avant d'avoir été convertis au christianisme. C'est comme ça qu'Alexandre résout les problèmes, souvent quand il rencontre. Mais ça rappelle une autre source de ce poème, où sa punition est presque plus extrême encore, mais cette fois-ci probablement justifiée. Il y a un texte hébreu, en hébreu, juif, qui apparaît aussi dans notre Bible, je crois, dans l'Ancien Testament, quelque part, où on parle de Gog et Magog et de peuples impurs. Et voilà, on ne peut pas dire qu'ils sont des païens vertueux, mais notre poète, quand il rencontre ce peuple impur, il est sur le point de se dire on doit les tuer tous, parce qu'ils s'ils sortent, ils sont dans le Caucase quelque part, enfermés par des montagnes. Donc si on les laisse sortir, ils vont corrompre tout le monde.
ils sont impurs. On ne sait pas très bien pourquoi ils sont impurs. Probablement parce que d'abord, ils mangent, ils sont carnivores, ils mangent la viande crue, ils ne cuisent pas, ils boivent le sang de ces animaux et ils ont des activités sexuelles un peu suspectes. Voilà. Alors, ça, c'est tout ce qu'il dit. Mais il a une solution, et cette solution, et cette solution, c'est de prier à Dieu et de demander à Dieu que les montagnes du Caucase, est-ce qu'on dit, que les sommets puissent se rapprocher de façon à ce que cette population reste là. Et pardon, j'ai oublié de dire que quand il décide d'abord de les tuer tous, il y en a un qui sait le syriaque, la langue syriaque, et il dit, mais pourquoi voulez-vous nous tuer, puisque nous avons été défaits par vous militairement, maintenant vous voulez nous tuer, mais vous savez qu'il n'est pas correct de tuer quelqu'un que vous avez pris, votre prisonnier de guerre. Et Alexandre se dit, mais il a raison, il a raison. Donc je vais les enfermer, je vais m'assurer qu'ils restent enfermés, mais au jour du jugement, du dernier jugement, Dieu décidera s'il les pardonne ou s'il ne les pardonne pas. Alors vous voyez là, je peux donner un autre exemple, mais nous avons déjà parlé trop longtemps de ça, mais il m'a semblé que là, il y a quand même des parallèles entre les expériences qu'ont fait les communautés de foi qui étaient persécutées ou qui étaient mal compris, même si on a compris qu'ils étaient vertueux, mais ils n'ont pas notre religion. Au début du XVe siècle, il y a ces martyrs à Édimbourg et à St. Andrews. Notre poète est un brave catholique, mais il y a quand même des éléments. Par exemple, il dit que Dieu, tout le monde sera seul au jugement dernier, et on ne peut pas intercession, c'est quoi le mot français? Intercéder pour quelqu'un d'autre, c'est Dieu. C'est entre l'individu et Dieu. Et ça, évidemment, chez les catholiques, ça ne passe pas bien, puisqu'on peut prier et donner de l'argent et tout ça. Ça aidera au jugement dernier. Voilà. Donc, si on cherche, on trouve. Et dans 20 000 vers, on trouve beaucoup. Et j'avais encore énormément d'autres choses dont j'aurais aimé parler ici avec vous, mais je crois que j'ai déjà abusé de votre patience, non? Pas encore, je peux continuer un peu. D'accord, alors je suis contente. Il me semble que j'ai pas encore... Ça vous intéresse cette question de l'Écosse et par exemple, pourquoi Aristote, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Aristote joue un rôle en fait, très grand. Même à la fin, quand Alexandre a été empoisonné et décédé, dans son testament, il a stipulé que c'est Aristote qui est exécuteur testamentaire. C'est certainement... c'est probablement pas, non, c'est certainement pas historique. Mais qu'est-ce qui se passe en Écosse au XVe siècle? C'est qu'il y a une série de rois Stuart dont le père roi meurt et celui qui hérite le trône est très minoritaire.
On a par exemple Jacques II qui a quel âge, bon c'est pas très important, mais il avait James takes control. Ah, il avait 7 ans quand son père est mort, quand il est devenu roi. Le prochain James, le troisième, avait 9 ans quand son père est mort. Le prochain, quatrième, avait 15 ans. Et le James, le cinquième, le fils de Marie Stuart, la reine catholique, c'est quand même une ironie que l'Écosse est devenue officiellement protestante sous la règne de Marie la catholique. Son fils, donc James V, avait 1 an quand son père est mort, et Marie Stuart avait 6 ans quand elle est devenue reine. Donc là, vous avez une série de rois qui sont tous morts très jeunes, et le rôle du conseiller, de celui qui prend la responsabilité d'élever et d'en faire un roi suitable, qui convient pour l'État, c'est quand même dans le poème, c'est le rôle que joue Alexandre, qui aussi dans ce poème continue à le jouer, ce rôle jusqu'à la fin, même si à la fin c'est par correspondance qu'il donne son avis à Alexandre. Et dans ce régiment qui prend une grande place, donc quand il a donné par écrit beaucoup de consignes au futur roi, là, c'est au XVe siècle, anglais et écossais, il y a la naissance d'un nouveau genre littéraire qui s'appelle le miroir au prince. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais effectivement, les princes commencent à commander aux poètes de leur écrire des conseils qu'ils n'ont probablement pas l'intention de suivre, mais ils les reçoivent, et les poètes ont trouvé une nouvelle fonction. Et Aristote donne toutes sortes de renseignements, par exemple physionomiques. Si vous voulez employer un homme dans une position de responsabilité, alors regardez ses cheveux, quelle couleur ils ont, regardez les yeux, regardez le nez, regardez la bouche, regardez la façon dont il parle, est-ce qu'il parle vite, est-ce qu'il parle lentement, est-ce qu'il bégaye, etc. Les proportions des bras au torse, etc. Tous ces conseils physionomiques, moi je ne sais pas, tu connais les écrits d'Aristote, est-ce qu'il a écrit une physionomie? Bon, il a écrit sur les animaux, mais d'après notre poète, tout ce qu'Aristote a appris sur les éléphants et les rhinocéros, il l'a appris par Alexandre. Enfin, ça, Alexandre les a vus, lui pas. Mais la physionomie, bon, alors c'est très intéressant parce qu'une longue partie de ce poème donne des conseils sur des choses aussi superficielles que ça pour un philosophe qui croit que le Dieu est immatériel, et puis après il dit mais le caractère, on peut le lire dans le corps de quelqu'un. Mais non, parce qu'à la fin, on donne l'exemple de Hippocrate. On dit que Hippocrate était très laid et que d'après il est né avec les traits physiques qui auraient fait de lui quelqu'un de méchant, de bête, de féroce, etc. Mais on peut lutter contre ça. Donc on est né avec des prédispositions qu'on peut lire
dans le corps de quelqu'un, mais la vertu. Et c'est là que ça devient très aristotélicien, parce que l'homme vertueux, bon, ça, il faut lutter pour ça. Et cette lutte permet, même à Alexandre, qui aurait été, d'après ce poète, je ne sais pas si c'est vrai, hein, on n'a pas retrouvé son corps, mais qu'il aurait été petit de stature, très petit. Et même on voit les Perses qui se moquent de lui, qui se moquent de sa petite taille. Mais, et on dit qu'il avait les yeux glauques, c'est-à-dire des yeux de couleurs différentes, et même un peu comme ça, avec un peu de blanc dedans. Ah, mais ça, il faut éviter une personne comme ça. Non, Alexandre avait ça, mais il savait, comme c'était un homme vertueux, il savait dominer les... On peut dire, c'est presque freudien, hein, on peut dominer les tribes, les Allemands disent, les passions, Eros, Thanatos, tout ça. Alors, on peut aussi, c'est très intéressant, comme je dis, si on cherche, on trouve certainement cette influence d'Aristote qui coïncide donc avec ce qui se passe dans l'histoire de la royauté. D'ailleurs, la littérature ne se... c'est seulement le fils de Marie Stuart, James le sixième, qui devient le premier James, le roi d'Angleterre, parce qu'entre-temps, la reine Élisabeth, la première, qui était protestante, était la fille de... la femme pour qui Henri VIII a divorcé, Anne Boleyn, ça veut dire maintenant. Donc, Élisabeth Ière, elle a décédé en 1603, si je ne me trompe pas, et elle n'avait pas de descendant direct, donc sa cousine, la catholique, Marie Stuart, qui entre-temps aussi a été exécutée, son fils, qui était déjà protestant, puisque le Parlement écossais a officiellement déclaré que le Parlement devait être protestant en 1560 et quelques. Donc c'est tard, hein? Les mouvements proto-protestants commencent à la fin du XIVe siècle en Angleterre, avec Wycliffe et les Lollards, mais ouais, il faut attendre Élisabeth et James, le sixième en Angleterre, et James, son sixième de l'Écosse, et le premier. Et c'est aussi l'union protestante de l'Écosse et de l'Angleterre. Donc voilà un peu pour le... Ça donne à réfléchir sur les... Oui, la question de tolérance. Je trouve que l'auteur, mon auteur, à sa façon, bien qu'il ait écrit en 1460, donc bien avant que le protestantisme ait été accepté en Écosse, il a quand même... C'est un humaniste avant la lettre, je crois. L'humanisme commence... Erasme et tout ça, c'est un peu plus tard, non? C'est vers 1500. Mais c'est un humaniste dans le sens qu'il voit... Quand il voit le bien, il peut même voir le bien dans le mal. Et il voit aussi la cupidité,
la volonté, la cupidité d'Alexandre qui devient de plus en plus grande. Il y a des arguments économiques pour conquérir l'Orient vers la fin de ce poème. Le poète dit, ouais, mais tuez tous les rhinocéros, on les vendra très cher chez nous. Et il croit que les peaux des animaux ont des caractéristiques isolantes, ils chauffent en hiver, les peaux, le manteau de fourrure, mais ils peuvent aussi isoler de la, pas seulement du froid, mais aussi de la chaleur, des choses comme ça. Et on peut faire des médicaments des plantes et des animaux qu'on rapporte au Orient. Donc on a déjà ça, c'est aussi le XVIe siècle, la Renaissance, les cabinets de curiosité, on ramène de l'Orient toutes ces choses-là. Est-ce que c'est Aristote? Je ne crois pas. Aristote a écrit sur les animaux, mais sur quelle base? Il n'y a pas de connaissance. Notre auteur ne connaissait probablement pas Aristote non plus. Il a étudié à St. Andrews, mais qu'est-ce qu'on a appris? Je pense qu'il a appris le latin, certainement. Ses sources sont d'ailleurs françaises et latines. Les sources qu'on peut vérifier. Voilà, je crois que j'ai trop parlé, je pourrais parler encore 2 heures, mais j'espère que peut-être certaines choses... je ne vous ai pas montré assez d'images. Voilà, par exemple, il y a 2 manuscrits. On n'a aucun manuscrit du XVe siècle. On a seulement les 2 manuscrits qui ont été écrits dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Ce manuscrit-ci, je ne suis pas spécialiste pour lire, assez spécialisé pour lire les manuscrits, mais c'est une écriture merveilleuse, non? Tout le monde ici peut le lire. Bon, c'est l'écossais du XVe siècle. Qu'est-ce que c'est que l'écossais du XVe siècle? Il y a 4 langues qu'on parle en Écosse au XVe siècle, mais l'anglais en est un. Et c'est un dialecte qu'on parle au nord de l'Angleterre, mais avec beaucoup de mots français, parce que les Écossais, ils étaient liés ils étaient liés, oui, aux Français contre les Anglais pendant la guerre de 100 ans. Donc, ils parlaient à peu près le même dialecte que leurs ennemis de l'autre côté d'une frontière qui changeait tout le temps, la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse. Et là, vous avez juste un passage qui n'est pas pertinent aux choses que je vous ai racontées, mais où le poète, mais vous le lisez facilement. Il n'y a pas d'illustration malheureusement, mais vous voyez un Q là, rouge, Q, oui, la lettre Q, et ça c'est le mot wherefore. Donc le Q. Malheureusement, oui, il écrit Q, Q, U, H. Et puis en anglais moderne, on écrit wherefore, V, W, H, E, R, E. Là, vous avez V, W, H, U, H, A, I, R, et for. Mais je ne peux pas prétendre que je peux prononcer l'écossais du XVe siècle. Wherefore have me excuse it, I require. Ça, je l'ai bien traduit quelque part, mais... Voilà, alors, parmi les grandes difficultés que j'ai eues, non pas à lire, mais à traduire,
Dans le vers à 10 syllabes, je vous ai dit. Hein? Is this a knife I see before my eyes? Macbeth, hein? 10 syllabes. Le nom de Aristote, Aristoteles, 5 syllabes, ou Aristotle, 4 syllabes. Alexandre, 4 syllabes. La moitié de votre vers est déjà partie quand vous utilisez ces noms. Macédonien, Olympias, ils ont tous des noms très longs. Après, vous avez des scènes de bataille où tous ces seigneurs, ou des scènes où ils interagissent. Et que font les poètes? Ils substituent, quand ils ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent, ils substituent au nom un pronom. Après, vous avez he partout. Il prit son épée, il lança sa lance, il éprena son cheval, etc. Vous ne savez plus qui est qui. Alors, voilà, vous devez voir, c'est qui a tué qui. Vous lisez encore 20 vers. Ah oui, celui-là, il vit encore, alors ça doit être celui-là. Et que fait quelqu'un qui traduit? En général, l'anglais moderne, on a plus de prénoms, on a moins de possibilités que dans les langues anciennes. Donc, il faut... On ne peut pas rallonger, il faut 10 syllabes, à peu près. Des fois, j'en ai 11. Jamais plus court, exceptionnellement même 12. Mais ce que je fais, moi, personnellement, c'est que si j'essaie de réarranger que ce soit clair, et si ce n'est pas clair, je fais une petite note. Je dis, là, il parle de Ptolémée, par exemple, un des pères, et là, c'est celui-là. Alors, bon, ça rallonge. Après, au lieu d'être 500 pages, ça devient 550 pages. E j'essaie de garder les notes le plus court possible. Oui. Et de ces 25 000 vers, tu en as traduit combien maintenant? Dans la totalité du poème. Tu as déjà tout fait et tu revois ou tu as encore une partie? Oui, j'ai déjà tout fait une première fois, mais quand on commence, bon, alors, quand on commence, on ne fait pas d'abord que traduire. Je fais aussi un résumé parce que je sais que quand je serai arrivée au vers 18 000, j'aurais peut-être oublié ce qu'on a dit au vers 2000. Donc je fais une sorte de résumé à côté. En plus, il faut un index des noms. Hein, qui est qui, parce qu'après les gens reviennent, il y en a qui reviennent, ben, ça c'est terriblement long, l'index des noms. Et qu'est-ce qu'il faut dire? Parce que il faut, bon, combien faut-il dire aussi dans le résumé? Parce qu'il y a toujours la tentation pour le lecteur de ne lire que le résumé. Hein. Après, maintenant, je sais tout ce qui se passe, je n'ai pas besoin de lire. Alors, ça, ce n'est pas l'objectif non plus d'une publication comme ça. Donc, c'est pas, oui, j'ai tout traduit une première fois, j'ai mis presque 4 ans pour faire ça, mais en même temps faisant les notes, Ce qui me reste à faire, c'est l'introduction, et je vous suis très reconnaissante de m'avoir invitée, parce que je pense que maintenant, je suis en train de faire une révision, j'ai fait un peu plus que la moitié. Je pense que je terminerai, je pense, donc que je vais pouvoir terminer avant la fin de cette année. Et l'introduction, peut-être, je ne sais pas, je ne vais probablement pas parler de des Vaudois du Piémont à Saint-Germain, ce serait bien si je pouvais le faire, mais ce ne serait peut-être pas à sa place ici. Mais le fait que vous m'avez invité et que
j'ai pensé qu'est-ce qui pourrait intéresser une communauté qui a une histoire d'être des vertueux gens, mais pas des nôtres. Ah oui, ce poème aussi a un merveilleux passage que je n'ai pas eu le temps de vous présenter, parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de chrétiens en Orient. Et mais je finis d'abord ma phrase, oui. Qu'est-ce que c'était la phrase? J'ai commencé par dire à l'introduction, que ça m'a permis effectivement de dire, mais c'est peut-être une chose très importante. Il y a très peu qu'on a écrit sur... parce qu'il y a beaucoup de textes sur les vertueux païens. Mandeville, Jean de Mandeville, par exemple, un texte français où on parle aussi des brahmanes et des gymnosophistes, d'autres gens vertueux qui vivent de la nature, qui n'habillent pas, qui permettent à leurs femmes d'avoir des bijoux, bien qu'ils soient très riches, parce que l'or pousse par terre, des choses comme ça. Donc, oui, je pense que c'est une chose importante et que je vais avoir, en tout cas, ces questions relatives à la foi de l'auteur et ces rencontres avec des communautés. C'est grâce à votre invitation que j'ai pu les formuler. Donc, je voulais juste dire qu'il y a effectivement à la fin, et puis je vais terminer avec ça, c'est quelque chose que l'auteur dit aussi très loin, quand Alexandre a déjà terminé son voyage, plus ou moins, puisqu'il va bientôt être empoisonné. Il a vu le chemin qui mène au paradis dans le panier qu'il a amené. Tu as le panier ici, quelque part, Rita, hein? Où est-ce que c'est? Non, ça c'est avant ça, ou après? Si può andare indietro? Sì, come Dove è Ah, qui, questo? No, no, questo è sotto il mare, quando va nel cielo. Il se fait tirer par No, les il cielo griffons. non ce l'ho, solo il Non mare. l'avevi? No, niente cielo. Ah, peccato. Sì, ho preso solo i va mari. bene. Mi sono Va piaciuti i bene, pesci. Sì, ma posso anche parlare di Dei questo? pesci, sì. Ma quando lui va in cielo, quand il monte dans sa nacelle et qu'il voit la terre d'en haut, c'est quand même extraordinaire, parce que qui à cette époque, au XVe siècle, a vu la terre d'en haut? Mais il la voit d'en haut et quand il monte en haut, il voit la terre, il se dit, mais la terre est toute petite, elle est toute petite. Alors, je peux bien être seul empereur, c'est facile, c'est si petit. Donc il croit à l'idée d'un empereur unique. Mais ce qui est intéressant aussi, et il voit le chemin qu'Adam a pris pour sortir du paradis. Donc il dit, maintenant je sais où aller. Et quand il revient sur Terre, il fait faire une carte du monde. Et on dit que l'auteur dit que c'est le premier map au monde qu'on a fait. C'est donc Alexandre, c'est comme ça qu'on se l'imagine, qui est monté au ciel grâce à des oiseaux, il a tendu la viande devant eux, et comme ce sont des oiseaux carnivores, des griffons, je ne sais pas si le griffon existe, je ne crois pas, mais disons des milans ou des oiseaux qui mangent effectivement la viande. Et quand il arrive là, et quand il veut descendre, il fait mettre la viande sous la nacelle et il descend de nouveau. Mais lui, il se souvient de ce qu'il a vu et du chemin qui mène au paradis terrestre, et il le fait dessiner. Et comme ça, il a fait la première carte
du monde. Et c'est à ce moment-là que notre poète dit qu'il y a plus, il dit que c'est bizarre, mais il y a plus de chrétiens en Orient que chez nous, ou plus de rois chrétiens, il ne veut pas dire rois, plus de communautés, chefs de communautés chrétiens en Orient qu'en Europe. Alors, il commence à compter, il y en a tant en Allemagne, tant en France, il compte les kingdoms, les ducs. Je pense qu'il pense aussi à la Saint-Empire, où il y a les électeurs. Donc il a une notion un peu fantaisiste de roi, de ce que c'est qu'un roi. Et après, il compte le double. Il y en a 2 fois plus en Orient. Et il pense à cette légende médiévale du prêtre Jean. Il y a eu une lettre apocryphe, une lettre fantaisiste d'un prêtre qui aurait été en Orient au XIIe siècle, qui aurait converti beaucoup de personnes, beaucoup de nations. Et un autre, à l'apôtre Thomas, j'ai déjà mentionné, mais il pense à tous les Orients. En fait, il est probablement en train de penser aux orthodoxes de Constantinople, parce qu'il écrit en 1460. Et en 1448, je crois qu'il y a eu le concile tu le connais, le concile de Florence, qu'on appelle le concile de Florence. C'était un grand synode où les orientaux ont essayé de se mettre d'accord avec le pape et avec les occidentaux sur notamment l'autorité du pape et tout ça. Alors, c'est un conseil œcuménique, je m'excuse, c'est pas un synode, c'est un conseil œcuménique, et qui a duré très longtemps, qui était très difficile. Apparemment, ils ont cru que les orientaux ont accepté l'autorité du pape, mais dès qu'ils étaient rentrés chez eux, ils ont changé d'avis. Donc c'était une grande déception finalement, ce conseil œcuménique. Et cette déception se reflète dans ces vers de Gilbert Hay, quand il dit qu'il y a beaucoup de chrétiens en Orient. Mais ils sont baptisés, ils ont été baptisés, et ils croient, c'est drôle, je crois qu'il dit qu'ils croient à Our Lady, donc la Vierge Marie. Mais ils ne veulent pas accepter le pape. Alors il dit, et puis il dit, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec eux au jugement dernier. Qu'est-ce que Dieu va faire? Et comme c'est quand même un brave homme, notre poète, il veut pas, il dit, mais quand même, il pourrait quand même apprendre. Alors, c'est vraiment très joli. Quand j'aurai imprimé tout ça, vous pourrez le lire et vous pouvez rire de cet homme face à cette énorme communauté de chrétiens qui sont chrétiens, mais pas chrétiens totalement comme nous. Et qu'est-ce que Dieu va faire avec eux au jugement dernier? Je suis sûre qu'il sera bon avec vous, les Vaudois de Piémont, de Saint-Germain. Non, parce que vous avez été... Je vous remercie d'avoir écouté mon français terriblement amateur. Je ne suis pas ni théologue, ni... Oui.
Vous voulez savoir quelque chose sur les poissons, Rita? Tu peux raconter quelque chose? Ou tu as trouvé ces Mi images? sono piaciute queste, pensavo che tu parlassi. No, no, Bisogna leggere il testo e Oui, poi possiamo. Non, effectivement, ces images sont surtout des textes allemands, parce que les Allemands ont cet auteur, oui, c'est très célèbre. Alexandre, je vous ai dit, il apporte le savoir empirique, il explore l'univers. Il a tout vu depuis le ciel, là, depuis la navette, mais il veut aussi voir ce qui se passe là-dessous. Et quand il voit les poissons, il fait descendre, je ne sais pas, oui, il y a des bateaux en haut, parce qu'il se méfie, il se dit si je descends, vous n'allez pas pouvoir revenir. Alors voilà les poissons, et ce qu'il apprend, il en conclut il en tire des leçons politiques. Il dit, on voit les grands poissons manger les petits. Et ça se passe chez nous aussi comme ça. Les puissants, ils mangent les pauvres. Et c'est un humaniste aussi dans le sens qu'il a une vision de la société où les seigneurs ont le droit. Il y a aussi les ouvriers, il parle des ouvriers. Je ne sais pas si c'est Aristote ça, mais il dit en tout cas, sous la mer, on voit qu'il y a une hiérarchie. Et c'est Dieu qui a créé cette hiérarchie. Donc, dans l'Église catholique, on y croit aussi. Hein? Donc, notre auteur, on ne peut pas le lui reprocher. Il écrit en 1460. Apparemment, il sait que quelque chose a mal marché dans ce concile. Mais quand Alexandre de Paris, au XIIe siècle, décrit ce que voit Alexandre sous la mer, les grands, les méchants poissons, c'était une sorte de... It's the food chain, we say in English. Comment est-ce qu'on dit ça en français? La chaîne alimentaire, oui. Alors, celui qui est un peu plus grand que l'autre, donc ils se mangent tous entre eux pour finir. Et il voit ça comme une allégorie de la hiérarchie naturelle. Et Alexandre de Paris dit, méfiez-vous de vos serviteurs des cerfs, parce qu'ils sont toujours là, ils veulent toujours monter dans la hiérarchie. Alors Alexandre de Paris est très, très... il n'aime pas les cerfs. Alors que notre auteur écossais dit, mais un seigneur qui n'a pas d'égard pour ses ouvriers, qui emmagasine les fruits de ses terres pour les temps où il y en aura moins, et qui ne les distribue pas parmi les pauvres, ne mérite pas d'être un seigneur. Donc, il faut que chacun joue son rôle dans la société, et ils sont tous interdépendants les uns des autres. Je ne sais pas si c'est aristotélicien, mais moi j'appellerais ça plutôt humaniste, mais c'est au sens laïque et général du terme. Voilà. Alors, I poveri di Lione siete qui, et c'est un privilège pour moi et un plaisir. Une curiosité, comment vous avez eu l'attention sur ce poème-là? Comment vous avez eu l'attention sur ce poème-là? Oui, capisco. Il y a beaucoup... On sait que... D'abord, ce même... je sais... C'est long, je ne peux pas répondre court, mais effectivement, Alexandre Giacone a raconté que je suis co-directrice d'une série de publications et j'ai été invitée, donc j'ai appris à connaître ce poète
quand on m'a demandé de participer à un groupe de recherche sur la littérature européenne, sur Alexandre le Grand. Et c'est un projet qui s'est déroulé à Paris. On s'est rencontrés 4 fois par an. Et moi, j'étais responsable pour tout ce qui a été écrit sur Alexandre le Grand en Angleterre. Après, on a écrit 4 volumes, 2000 pages, parce qu'il y a aussi toutes les autres littératures européennes là-dessus. Et j'ai vu qu'il y avait ce poète écossais dont on savait qu'il existait, mais personne n'a eu le courage de confronter les Nilbert. Hein, parce que, mais en Écosse, il y a quand même des spécialistes qui connaissent des parties. Mais je suis sûre, parce que j'ai déjà eu quelques preuves, que personne ne l'a lu du premier vers au dernier. Seulement moi. Et c'est pour ça que je pense que je me suis dit, je peux être utile en traduisant ça, beaucoup plus utile qu'en interprétant, parce que les interprétations, il y en aura toujours, et de différentes, et il y a des modes d'interprétation. Mais les textes, les auteurs, si les gens ne peuvent pas le lire, effectivement, c'est une forme d'anglais qui est difficile de lire. Les mots ne sont souvent pas dans le dictionnaire. Et on connaît certaines parties. Donc, par exemple, le voyage au paradis, il y a déjà 2 ou 3 articles qui ont été écrits dessus, parce que ce poète écossais, on sait qu'il est le seul à avoir écrit en anglais cet épisode. Je ne vous ai pas encore dit que la source de cet épisode, c'est un texte, c'est le Talmud, c'est dans le Talmud, ou c'est une version du Talmud, et Alexandre, il frappe aux portes du paradis, et on lui donne, il dit, je me tribue, je suis le conquérant du monde, j'ai mérité, je suis arrivé jusqu'à ici. Et on lui donne une pomme dans ce poème. On lui donne une pomme, et on dit, il faut le peser, il faut le peser, ce pomme. Ça, c'est son tribut. Bon, c'est le pomme d'Adam, peut-être, mais effectivement, dans le Talmud, c'est une pierre. On pèse la pierre elle pèse beaucoup. Elle pèse plus que tout ce qu'on peut mettre de l'autre côté de la balance. Et quand il y a dans la version juive, c'est un vieillard juif qui met un peu de poussière sur la pierre, qui devrait peser plus, et ça monte, ça pèse plus rien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le rabbin, ou je ne sais pas quoi, interprète, il dit, c'est vous la pierre, ou c'est vous la pomme. Quand vous êtes vivant, vous êtes conquérant du monde, vous pesez plus que tout. Mais quand vous serez sous la terre, vous n'êtes plus rien. Mais je crois que ce dont on a discuté ce soir prouve qu'Alexandre, il n'est pas plus rien. Il y a beaucoup de matière, il reflète beaucoup de préoccupations des gens qui ont écrit sa biographie. Il y a beaucoup de place pour imaginer des épisodes. Allez-y, écrivez-vous un roman sur Alexandre, tout est permis. Parce que c'est, disons, l'historicité. Il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire que de chercher. L'histoire, c'est merveilleux, mais l'histoire telle qu'elle est racontée, il y a toujours un élément, rien que la mise en langage et la mise en vers, bien sûr, qui nous donne toujours une version de l'histoire. S'il y a l'histoire sans langue, il n'y a pas d'histoire sans langue et sans interprétation.
Est-ce qu'on peut en rester avec cette sagesse?